Alors que le crépuscule enveloppait le Metropolitan Museum of Art de New York lors de son week-end de gala, Elizabeth Collins regardait autour d'elle avec un soupir de satisfaction. L'exposition qu'elle avait organisée, un dialogue entre l'ancien et le moderne, venait enfin d'ouvrir ses portes et des personnalités du monde de l'art l'approchaient l'une après l'autre pour la féliciter. Au cours des 10 dernières années, Elizabeth a construit sa carrière de conservatrice de musée avec constance. Vêtue d'une robe de soie noire, son attitude sereine imposait le respect à son entourage. Sa collègue Jennifer s'approche d'elle, une coupe de champagne à la main. Liz, c'est une merveilleuse réussite. Cette exposition sera le point culminant de l'année, dit-elle en souriant. Merci, répond Liz en souriant. Ce projet s'est enfin concrétisé après 3 ans de planification. Jennifer hésite un peu avant de demander, au fait, quand a lieu le mariage de votre sœur ? L'expression de Liz s'est momentanément assombrie. Le mois prochain, répond-elle brièvement avant de changer rapidement de sujet. Elle mentait. La vérité, c'est qu'elle ne connaissait pas les détails elle-même. La relation entre les sœurs Collins, Liz et Rebecca, était compliquée. Becky était un agent immobilier prospère, spécialisé dans les propriétés de premier ordre à Manhattan. Avec sa personnalité tapageuse et sa nature sociable, Becky a toujours aimé être au centre de l'attention. Liz, quant à elle, était introvertie et préférait les conversations profondes et l'art à l'ostentation. Leurs parents, Martha et Harold, profitent d'une retraite confortable dans un quartier élégant du Connecticut. Harold avait réussi dans la banque d'investissement, tandis que Martha était très en vue dans les cercles mondains, très impliquée dans les œuvres de charité locales. Quiconque regarderait leurs photos de famille verrait l'image d'une famille parfaite. Cependant, sous ces sourires se cache une dynamique invisible. Dès l'enfance, les parents ont traité Becky comme une personne à part. Sa vivacité, sa sociabilité et sa vulnérabilité occasionnelle ont déclenché leur instinct protecteur. Pendant ce temps, Liz était considérée comme l'irresponsable, l'enfant indépendante, et recevait rarement les mêmes marques d'affection. Liz est intelligente, elle s'en sortira, disait souvent Martha. Mais Becky a besoin de notre aide. Ces mots n'ont jamais changé, ni lorsque Liz a été honorée en tant que major du lycée, ni lorsque ses recherches de 3e cycle ont été reconnues au niveau international, ni lorsqu'elle a été promue conservatrice pour la première fois. Son succès était attendu. Le moindre progrès de Becky devait être célébré de manière extravagante. Liz n'attendait pas grand-chose non plus de sa vie sentimentale. Elle s'était concentrée sur ses études pendant sa scolarité et avait donné la priorité à sa carrière pendant sa période de formation professionnelle. Elle a fréquenté plusieurs hommes avant la trentaine, mais n'a jamais rencontré quelqu'un qui comprenait vraiment ce qu'elle était. Si ses parents font mine de s'inquiéter de son célibat, ils semblent s'être résignés à l'idée que le mariage n'est pas fait pour Liz. En revanche, l'histoire sentimentale de Becky a toujours été au centre des préoccupations de la famille. À chaque rupture, ses parents n'ont pas ménagé leurs paroles réconfortantes ni leur aide financière. Il y a 7 mois, Becky a annoncé ses fiançailles en grande pompe. Son fiancé était Jason Foster, un banquier d'affaires décrit comme sociable, charmante et issu d'une famille merveilleuse. Lorsque Liz a rencontré Jason pour la première fois lors de la fête de fiançailles, elle s'est sentie étrangement mal à l'aise. Son sourire, sa façon de parler, et surtout la manière dont il la regarde lui donne une impression de calcul. Il me semble familier. Pense à Liz, sans pouvoir relier cette sensation à un souvenir précis. Si ma sœur est heureuse, c'est tout ce qui compte, se dit-elle, réprimant son malaise à l'égard de Jason. Cependant, ce léger malaise allait finalement conduire à une découverte qui allait fondamentalement bouleverser sa vie et ses relations familiales. Alors que le gala touche à sa fin, Liz consulte son smartphone. Elle n'a reçu aucun message de ses parents ou de Becky. Aucun mot pour la féliciter d'avoir réussi son exposition, juste un silence. Ce n'était pas inhabituel pour Liz. Mais ce soir était censé être spécial. Elle a terminé le champagne qui lui restait et s'est préparée à reprendre son train-train quotidien. Un jeudi soir, une semaine après le vernissage de l'exposition, Liz s'installa confortablement dans son canapé, un verre de vin rouge à côté d'elle. Elle a ouvert avec désinvolture Instagram, qu'elle n'avait pas consulté depuis longtemps, et a commencé à le faire défiler. Soudain, son doigt s'est arrêté. Une photo postée par son amie Sophia avec le hashtag Collins a forcé son mariage, remplit l'écran. Une église ornée de fleurs blanches, une tour de champagne, et Becky et Jason debout au centre. Becky était enveloppée dans une robe de créateur d'un blanc immaculé, rayonnant de bonheur.
Lise vérifie la date avec confusion. Et la photo avait été postée samedi dernier, le jour même où elle avait été occupée par le gala du musée. Elle vérifie rapidement les autres photos. Les décorations du lieu, le gâteau somptueux. Les gens se rassemblant sur la piste de danse. Les visages souriants de ses parents y figuraient également. Martha dans une robe de créateur, Harold se tenant fièrement dans un nouveau smoking. Puis la réalité l'a frappée de plein fouet. Le mariage de sa sœur avait eu lieu et elle n'avait pas été invitée. Ce doit être une erreur, se dit Lise. Peut-être avait-elle perdu l'invitation, ou peut-être ne connaissait-on pas sa nouvelle adresse. Mais elle vivait dans le même appartement depuis 3 ans. Ses parents et sa sœur connaissaient parfaitement son adresse. Les mains tremblantes, Lise compose le numéro de sa mère. L'appel se poursuit, mais il n'y a pas de réponse. Le numéro de son père donne le même résultat. Enfin, elle a essayé le numéro de Becky. Mais elle est immédiatement tombée sur la messagerie vocale. Lise posa son smartphone et regarda à nouveau les photos d'Instagram. Tout le monde sur les photos avait l'air de passer un moment merveilleux. Il ne montrait aucun signe que sa présence leur manquait. Tout au long du week-end, Lise a envoyé des messages et passé des appels à plusieurs reprises, mais sa famille n'a pas répondu. Le lundi, elle a essayé de se concentrer sur son travail, mais son chagrin d'amour n'a fait que croître. Mercredi après-midi, Lise a pris une décision. Elle se rendra chez ses parents dans le Connecticut. Elle a demandé à son patron de lui accorder un vendredi de congé et s'est mise en route en voiture le jeudi soir. Elle arrive chez ses parents un peu après 19h. De l'extérieur, la maison blanche familière de 3 étages semble inchangée. Pourtant, dès qu'elle est entrée, Lise a senti que quelque chose d'important avait changé. Une grande photo de mariage était accrochée dans l'entrée, montrant Becky et Jason se tenant la main devant l'autel. Dans le coin de la photo se tenaient ses parents, l'air fiers. Sans elle, Martha sortit du salon, surprise. « Qu'est-ce qui t'amène ici ? Tu aurais dû appeler avant. » Lise respire profondément, essayant de garder son calme. Il semblerait que le mariage de Becky ait eu lieu. Pourquoi n'ai-je pas été informée ? Martha est restée momentanément sans voix, puis a haussé les épaules. Oh, c'était juste un changement de programme. Nous avons dû l'avancer soudainement à cause de l'emploi du temps de Jason. Nous voulions te prévenir, mais tu n'étais pas occupé comme d'habitude. C'est un mensonge, dit Lise en contrôlant ses mains tremblantes. Vous étiez au courant de mon exposition longtemps à l'avance. Mais je n'ai même pas été invitée. À ce moment-là, Harold surgit du salon. Son visage exprimait la confusion. Elisabeth, qu'est-ce qui t'amène ici si soudainement ? Papa. Pourquoi n'ai-je pas été invitée au mariage de Becky ? Lise répète sa question en regardant alternativement ses 2 parents. Un silence pesant envahit la pièce. Martha et Harold échangent des regards, se communiquant quelque chose. Finalement, Martha soupire. Je vais être honnête. En tant que célibataire, cela ne vous concernait pas, n'est-ce pas ? Nous ne t'avons pas invité parce que cela aurait été embarrassant. Ces mots furent comme un couteau dans la poitrine de Lise. Gênant ? Qu'est-ce qui aurait été gênant ? C'était le grand jour de Becky, dit Martha, ne cachant pas son irritation. La famille et les amis de Jason étaient tous des gens merveilleux, qui avaient tous réussi. On s'attendait à ce que tout le monde vienne en couple. Le fait que tu sois assise là, seule, célibataire et concentrée sur ta carrière, aurait mis tout le monde mal à l'aise. Lise est restée sans voix. Sa carrière, son indépendance et son existence même étaient-elles une source d'embarras pour sa famille ? Écoutez, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, continua Martha. C'est le jour le plus important de la vie de Becky. Tout devait être parfait. Es-tu en train de dire que je suis un élément imparfait ? La voix de Lise tremblait. Et ne t'inquiète pas, dit Harold. Un mariage n'est qu'une cérémonie. Tu n'as pas été invité, mais qu'est-ce que ça change ? Ta vie n'a pas changé. Tu as toujours ton travail et ta vie comme avant. Lise regarde son père dans les yeux. Dans les yeux de ce père qui, autrefois, était fier d'elle et lui embrassait les épaules, elle ne lisait plus que de l'indifférence. Tu as raison, dit Lise à voix basse. Ma vie n'a pas changé. Mais ce qui est devenu clair, c'est la façon dont vous me considérez comme un membre de la famille. Lise se dirigea vers la porte d'entrée. Martha l'interpelle. Lise ? Ne sois pas si sensible. Becky a toujours eu besoin d'une attention particulière.
Tu as toujours été forte et indépendante. Je suis surprise que tu sois contrariée pour quelque chose d'aussi insignifiant. Lise s'est arrêtée et s'est retournée. Quelque chose d'insignifiant? Sa voix était calme, mais la colère était sous-jacente. Est-ce que le fait d'être exclue de la famille et de voir mon existence niée est quelque chose de minime? Tu exagères, dit Martha d'un geste de la main. Quoi qu'il en soit, le mariage a été merveilleux. Il a coûté plus de 50 000 $, mais il valait chaque centime. Lise ouvrit silencieusement la porte et sortit. L'air frais de la nuit caresse ses joues échauffées. Avant de monter dans sa voiture, elle contemple la lumière chaude qui traverse les fenêtres de la maison. L'endroit où sa famille appartenait, où elle était maintenant complètement étrangère. Des retours dans son appartement. Lise regarda à nouveau les photos Instagram et se mit à pleurer de manière incontrôlable. Les sourires de sa famille, les décorations somptueuses, et l'espace où elle n'existait pas. Au milieu de la tristesse et de la colère qui se mêlent, elle s'arme de détermination. Je ne suis plus une victime, se dit-elle. Le lendemain matin, on frappe à l'improviste à son appartement. En ouvrant la porte, elle découvre Becky, un sac de marque à l'épaule et un sourire suffisant. Surprise! Annonce joyeusement Becky. Je suis venue vous voir. Puis-je entrer? Becky se déchausse et entre dans l'appartement de Lise sans y être invitée. Elle portait un chemisier rose brillant, un jean de marque et une énorme bague en diamant scintillait à son doigt. Lise ouvrit silencieusement la porte pour laisser entrer sa sœur. Diverses émotions tourbillonnaient en elle, mais elle gardait une expression calme. Voulez-vous un café? Demanda Lise sans embâge. Oui, bien sûr. Mais décaféiné, sans lait si possible. Répondit Becky en s'asseyant sur le canapé du salon. Et pas de sucre, s'il vous plaît, je suis au régime après la lune de miel. Tout en préparant le café dans la cuisine, Lise respire profondément. La conversation humiliante de la veille chez ses parents était encore gravée dans son esprit. Mais maintenant que sa sœur se présentait à son appartement, elle pensait avoir une chance de découvrir la source de son malaise. C'était une belle fête, dit Lise d'un ton décontracté en tendant le café. Becky sourit fièrement. Oui, c'était parfait. Maman et papa ont fait de ce mariage un événement merveilleux. Elle sortit de son sac à main un album de mariage en papier glacé. Regarde. C'est un photographe professionnel qui les a prises. Ne sont-elles pas merveilleuses? Lise regarde les photos en silence. La cérémonie solennelle à l'église, le lieu somptueux de la réception. Ses parents dansant avec le sourire et les images heureuses de Becky et Jason se succédaient. Mais ses yeux étaient fixés sur l'expression de Jason. Quelque chose la mettait mal à l'aise. C'était le plus beau jour. Proclame Becky, triomphante. Puis, avec un sourire malicieux, elle ajouta, quelque chose que tu n'auras jamais, grande sœur. Ces mots ont glacé l'air. Lise lève les yeux des photos et fixe sa sœur. L'ombre de la sœur avec laquelle elle avait joué dans son enfance n'était plus là. Je suis désolée, dit Lise à voix basse. Je devrais me sentir heureuse pour toi, mais pour l'instant, je ne ressens rien. Becky soupire. Comme maman l'a dit, tu es jalouse. Parce que je suis heureuse en ménage et que tu es toujours célibataire. Jaloux? Lise esquisse un sourire amer. Je n'ai aucun problème avec votre mariage. Le problème, c'est que j'ai été exclue en tant que famille. Le problème de l'invitation? Becky haussa les épaules. Maman te l'a dit, n'est-ce pas? C'était juste un changement de programme. C'est un mensonge, dit Lise d'une voix froide. J'ai vu les messages sur les réseaux sociaux. Le mariage a dû être planifié des mois à l'avance. Becky est momentanément à court de mots, mais change rapidement d'attitude. Si c'est le cas, alors oui. Pour être honnête, Jason et moi avons décidé de ne pas vous inviter. C'était un jour où toute l'attention devait être portée sur nous. Si vous aviez été là, l'atmosphère n'aurait-elle pas changé? Lise a ravalé ses paroles. A eu lieu de cela, elle a décidé d'aborder la question sous un angle différent. Parlez-moi de Jason. Sa famille est-elle originaire de New York? Oui, enfin. Becky a répondu vaguement. Il a un travail important dans une banque d'investissement. Il voyage de temps en temps. Lise vérifie à nouveau le visage de Jason sur la photo. À ce moment-là, un éclair de lucidité l'a frappée. Elle se souvient qu'il a assisté à un événement organisé par le musée il y a plusieurs années. Mais son nom semblait différent à l'époque. Son travail l'éloigne souvent, demande Lise.
Oui, il est en voyage d'affaires 2 ou 3 jours par semaine. Mais c'est le secret de la réussite, dit Becky avec fierté. La semaine dernière, il était dans le New Jersey. Liz garde cette information à l'esprit. Elle avait un ami, Marcus, qui travaillait comme détective privé. Il l'avait déjà aidé à enquêter sur l'authenticité d'œuvres d'art. Becky se leva et mit son sac sur son épaule. Il faut que j'y aille. J'ai un rendez-vous au spa. Mais j'ai commandé des copies de l'album et je t'en donnerai une quand elles seront prêtes. En souvenir de notre merveilleuse journée. Elle s'en va avec un sourire suffisant. Dès que la porte s'est refermée, l'expression de Liz a changé. Elle prend son smartphone et contacte Marcus. Le lendemain. Liz rencontre Marcus dans son bureau au musée. J'aimerais que vous enquêtiez sur un vieil ami, expliqua-t-elle. Marcus hausse un sourcil. C'est inhabituel. D'habitude, vous me demandez d'enquêter sur des œuvres d'art. C'est une affaire personnelle, dit Liz d'un air sérieux. J'ai l'intuition que quelque chose ne va pas. 3 jours plus tard, Marcus la contacte. Ton instinct était le bon, dit-il. Ce Jason Foster utilise également le nom de Michael Harris. Et il ne travaille pas chez Goldman Sachs. C'est un conseiller en investissement indépendant qui travaille sous plusieurs noms. Liz sentit soudain son estomac se dérober. Qu'avez-vous découvert d'autre? Il se rend régulièrement dans une ville appelée Montclair, dans le New Jersey. Je continue d'enquêter sur ce qu'il y a là-bas. Liz remercie Marcus et lui demande de poursuivre son enquête. Pendant le week-end, elle a décidé de se rendre elle-même à Montclair. Montclair est une ville de banlieue tranquille avec beaucoup d'arbres. Suivant l'adresse que Marcus lui a communiquée, Liz se gare devant une petite maison de style colonial. Un tricycle et un vélo d'enfant étaient posés devant la maison. Le cœur de Liz bat très fort. Elle attend dans la voiture un moment, guettant ce qui va se passer. Vers 14 heures, la porte s'est ouverte et un petit garçon et une jeune femme en sont sortis. La femme était belle, avec ses cheveux dorés attachés. Elle tenait la main du garçon et commença à marcher vers le parc. Liz décida instinctivement de les suivre. À U Park, la femme dirigea l'enfant vers l'aire de jeu et s'assit sur un banc. Liz s'approcha lentement et s'assit sur le banc voisin. Quel charmant enfant, dit Liz en souriant. Merci et virgule. Répond la femme avec enthousiasme. Eden aura bientôt 8 ans. Et la conversation se poursuit naturellement et Liz apprend qu'elle s'appelle Samantha. Après quelques échanges, Liz prend une décision. En fait, j'ai quelque chose à vous demander à propos de votre mari, dit-elle lentement. À propos de Michael Harris. Le sourire de Samantha se figea. Qui êtes-vous? Sa voix était soudain pleine de méfiance. Je m'appelle Elizabeth Collins, répondit Liz tranquillement. La semaine dernière, ma sœur a épousé un homme nommé Jason Foster. Mais je crois qu'il pourrait être la même personne que votre mari, Michael Harris. Samantha pâlit et sort silencieusement un smartphone de son sac. Cet homme? Elle tourne l'écran vers Liz. Il y avait effectivement une photo de Jason. Oui, c'est lui, dit Liz d'une voix tremblante. Les larmes montent aux yeux de Samantha. Nous nous sommes mariés il y a 10 ans. Il a toujours dit qu'il avait beaucoup de voyages d'affaires à faire, virgule. S'étouffe Samantha. Les deux femmes ont passé un long moment à parler sur le banc du parc. Samantha montre à Liz leur certificat de mariage, l'acte de naissance de l'enfant et des photos de famille. Les preuves sont claires. Jason menait une double vie. Il disait toujours qu'il passait la moitié de la semaine à son bureau de New York, explique Samantha en pleurant. Parfois, il disait qu'il faisait aussi des voyages à l'étranger. Ils ont échangé leurs coordonnées et se sont promis de partager des informations à l'avenir. Liz a reçu de Samantha une copie d'une photo de famille. C'était une photo de la fête d'anniversaire d'Aidan, montrant Jason embrassant sa femme et son enfant. Cette photo a été prise le mois dernier, explique Samantha. Il ne nous a pas parlé de son mariage avec Becky. Il devait avoir l'intention de continuer sa double vie. Pendant le trajet de retour vers New York, le cœur de Liz est rempli d'émotions complexes. Colère, tristesse et inquiétude pour sa sœur. Elle sait qu'elle doit dire la vérité à Becky et à ses parents. Mais comment doit-elle s'y prendre? À son retour à l'appartement, comme prévu, elle reçoit un message de Becky. Je viendrai la voir demain. L'album de mariage est prêt. Liz respire profondément. Demain,
Toute la vérité serait révélée. Elle posa les photos qu'elle avait reçues de Samantha sur la table et se prépara pour le lendemain. Le lendemain après-midi, Becky frappa à la porte de l'appartement de Liz, vêtue de lunettes de soleil glamour et d'une robe de créateur. Livraison, appela-t-elle joyeusement. Liz ouvre la porte et invite silencieusement sa sœur à entrer. Son expression était empreinte d'une détermination tranquille. Café ou vin? Le vin, c'est parfait aujourd'hui, répondit Becky avec enthousiasme. La vie de couple est ce qu'il y a de mieux. Jason est vraiment le mari parfait. Hier soir, il m'a préparé un dîner spécial. Tout en versant le vin dans les verres. Liz a remarqué les photos posées sur la table. Elles étaient encore dans une enveloppe. Voici notre album de mariage. Becky sort de son sac un luxueux album relié en cuir. Maman l'a commandé spécialement. J'en ai fait faire une copie pour toi aussi. Liz prit l'album et tourna tranquillement les pages. Des nombreux moments d'un mariage heureux ont été habilement composés. Et sur la dernière page, il y avait une grande photo de Jason embrassant Becky. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur votre mari? Demande Liz avec douceur. De Jason? Becky sourit fièrement. Il est diplômé de l'école de commerce de Harvard et a beaucoup de succès dans le secteur financier. Nous sommes sur le point d'acheter un appartement de luxe à Manhattan une fois qu'il aura touché sa prime. Et elle voyage souvent? Oui, il est très occupé. Mais c'est la marque d'un homme qui réussit, n'est-ce pas? Dit Becky en se brossant les cheveux. Parfois, je me sens seule, mais c'est ça le mariage, non? Liz tend doucement la main vers l'enveloppe posée sur la table. Becky, il y a quelque chose que je voudrais te montrer. Qu'est-ce que tu veux? Un cadeau pour moi, dit Becky avec joie. Liz prit silencieusement une photo dans l'enveloppe et la posa sur la table. Elle montrait Jason embrassant une autre femme et un petit garçon, souriant devant un gâteau d'anniversaire. L'expression de Becky changea complètement. Son sourire s'est figé et son visage s'est vidé de ses couleurs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix est rauque. Une photo prise le mois dernier, répond Liz à voix basse. À Montclair, dans le New Jersey. Elle est retouchée, dit Becky d'une voix tremblante. Un faux créé par quelqu'un. Quelqu'un qui essaie de piéger Jason. Non, dit Liz d'une voix calme mais ferme. C'est la réalité. Cette femme est Samantha Harris. C'est la femme de Michael Harris. Qu'elle a épousé il y a 10 ans. Et voici Aidan. Leur fils. Becky secoue violemment la tête. Mensonge. Tu n'aimes pas mon bonheur. Tu es jaloux. Elle sortit son smartphone et composa le numéro de Jason. Jason? Viens ici tout de suite. Je suis chez Liz. Elle dit des choses ridicules. À l'autre bout du fil, on entend la voix confuse de Jason. Becky raccroche. Il sera bientôt là. Alors tes mensonges seront dévoilés. Liz a sorti d'autres documents de l'enveloppe. Voici l'acte de mariage de Samantha et Michael Harris. Et voici l'acte de naissance d'Aidan Harris. Le nom du père est Michael Harris. Becky prend les documents et feuillette les pages avec des mains tremblantes. Ce sont des faux, s'écrie-t-elle. Mais le doute s'insinue déjà dans sa voix. Votre Jason s'appelle en fait Michael Harris, et il mène une double vie. Liz poursuivit tranquillement. Il a un fils avec Samantha, et il vous l'a caché. 20 minutes plus tard, on sonna à la porte de l'appartement. Lorsque Liz l'a ouverte, Jason se tenait debout. Son habituelle expression confiante avait disparu, remplacée par un visage anxieux. Qu'est-ce qui se passe? Demande-t-il en entrant dans la pièce. Dès qu'il a vu les photos et les documents sur la table, son visage a changé de couleur. Michael Harris, Liz l'a regardé attentivement. Ou Jason Foster. Quel est ton vrai nom, Becky? C'est un malentendu, dit Jason à sa femme. Je ne peux pas l'expliquer. Explique, la voix de Becky était tremblante. Quelle est cette photo? Qui sont cette femme et cet enfant? Jason essuie sa sueur et commence à s'excuser. C'est ma sœur et son enfant. La photo est un peu ancienne et, Liz sort son smartphone. J'ai rencontré Samantha hier. J'ai des messages et des enregistrements d'elle. Liz fait écouter l'enregistrement. La voix de Samantha résonna dans la pièce. Michael et moi nous sommes mariés en 2013. Et elle m'a dit qu'il travaillait à New York la moitié de la semaine. Aidan est né en 2016, et Michael est un père merveilleux.
Du moins quand il est à la maison. Le visage de Jason s'est vidé de ses couleurs. Becky, je peux t'expliquer. Becky lui a soudain tapé la joue de toutes ses forces. Une double vie pendant 10 ans? Tu as même un enfant? Des larmes de colère emplissent ses yeux. Qu'est-ce que notre mariage? Un mensonge, je t'aime vraiment, dit Jason désespérément. À une époque, mon entreprise a échoué et j'étais endetté. J'avais l'intention de mettre fin à ma relation avec Samantha. Envisager d'y mettre fin? La voix de Becky est devenue stridente. Le mois dernier, vous avez fêté un anniversaire avec elle et votre fils. Au milieu de la confusion, Becky a appelé ses parents. Martha et Harold sont informés de l'urgence et se précipitent à l'appartement de Liz. 1 heure plus tard, toute la famille Collins s'est réunie dans l'appartement de Liz. Les visages de Martha et Harold exprimaient la confusion et la colère. Nous avons dépensé plus de $50 000 pour ce mariage? Dit Martha d'une voix tremblante. Vous étiez déjà mariés? Jason tente de continuer à s'excuser, mais Liz présente d'autres preuves. Il s'agit d'informations recueillies par un enquêteur nommé Marcus. Jason, tu as aussi été impliqué dans des fraudes immobilières sous le nom de Michael Harris. L'air de la pièce s'est figé. Harold a violemment frappé la chaise. Vous avez trompé ma fille et utilisé notre argent. Jason a soudain changé d'attitude. C'est la faute de Liz, dit-il froidement. Elle était jalouse. Que sa sœur ait un mariage heureux. Non, dit Becky à voix basse. Liz essayait de me protéger. Elle se tourne vers sa sœur. Je t'ai fait des choses terribles. Je ne t'ai pas invité au mariage. Je t'ai accusé d'être jalouse. Mais tu as bougé pour révéler la vérité. Martha et Harold regardèrent Liz avec des expressions de culpabilité. Nous te devons aussi des excuses, dit Martha, la voix étranglée. Jason se dirigea vers la sortie. Es-tu satisfaite maintenant? Vous avez rétabli les liens familiaux, dit-il d'un ton sarcastique. Mais n'oublie pas que je n'abandonne pas facilement. Cette affaire n'est pas terminée. Je vais vous dénoncer à la police, dit Liz calmement. Et aussi sur vos activités frauduleuses. Jason esquisse un sourire sinistre et quitte la pièce. Après que le silence eut envahi la pièce, Becky se mit à pleurer doucement. Liz n'hésite pas à prendre sa sœur dans ses bras. Nous t'avons toujours considérée comme acquise, dit enfin Martha. Tu as toujours été forte et indépendante. Mais ce n'est pas une raison pour t'exclure, poursuit Harold. Nous t'avions perdu en tant que famille. Et aujourd'hui, tu nous as montré ce que sont les vrais liens familiaux. Becky regarde Liz en pleurant. Tu as enquêté pour moi et tu as découvert la vérité. Malgré l'horrible sœur que j'ai été. Liz a souri. Tu es ma sœur. C'est une raison suffisante. Ce soir-là, la famille a passé un long moment à parler. Des blessures du passé? Des malentendus et des espoirs pour l'avenir. Les fissures dans la famille commençaient à se refermer. Dans la pire des situations, ils essayaient de redevenir unis. Un dimanche de printemps, 6 mois plus tard, les fleurs étaient en pleine floraison dans le jardin de la maison de ses parents dans le Connecticut. Assise sur la terrasse, Liz contemple le jardin que son père a cultivé avec tant de soin. Voici votre thé, dit Martha, une tasse chaude à la main. Son attitude avait perdu l'arrogance d'autrefois, remplacée par la douceur. Merci, maman, sourit Liz en acceptant la tasse. Martha s'assit à côté de sa fille et respira profondément. J'ai réfléchi à beaucoup de choses au cours de ces 6 mois, dit-elle lentement. Surtout à quel point j'ai été injuste avec toi. Liz prit la main de sa mère. Nous faisons tous des erreurs. Tu as toujours répondu à nos attentes? Poursuivit Martha. Nous avons pris cela pour acquis. En utilisant ta force comme une raison pour ignorer tes sentiments. La porte de la terrasse s'ouvrit et Becky apparut. Elle ne portait pas les vêtements voyants d'avant, mais un simple chemisier et un jean. Son visage a retrouvé une expression sereine. Il nous reste 1 heure avant l'heure du conseil, dit Becky en souriant à sa sœur. Après la révélation de la double vie de Jason, Becky avait sombré dans une profonde tristesse. Avec le soutien d'un thérapeute, elle commençait à montrer des signes de rétablissement. Et la procédure de divorce était en cours et le règlement final n'était pas encore intervenu, mais elle essayait de reprendre sa vie en main. J'ai reçu un courriel de Samantha, dit Becky à voix basse. Aidan s'est très bien comporté lors de son exposé à l'école. De manière surprenante.
Becky et Samantha avaient cultivé une douce amitié à travers leurs souffrances communes. Les deux femmes s'étaient soutenues mutuellement en tant que victimes, trompées par un escroc. Que s'est-il passé avec le procès de Jason? Je veux dire, le procès de Michael, demande Liz. Le verdict sera rendu le mois prochain, répondit Harold en sortant du salon. Pour fraude à l'investissement et bigamie, il risque d'être condamné à une lourde peine. Jason avait été arrêté et sa double vie avait beaucoup attiré l'attention. L'enquête a révélé qu'il avait escroqué de l'argent à plusieurs femmes. David vient-il? Becky sourit à sa sœur. Les joues de Liz rougissent légèrement. Oui, il vient me chercher à cette heure. David Morrison était le nouveau directeur de la collecte de fonds du musée. Liz et lui avaient noué une relation intime au cours des derniers mois. C'était un homme doux et intellectuel qui comprenait et respectait profondément le travail et les passions de LIZ. Il essaie vraiment de nous faire bonne impression, sourit Martha. Les fleurs qu'il a apportées la semaine dernière étaient magnifiques. C'est un homme bien, dit Liz à voix basse. Mais je ne suis pas pressée. Ton bonheur est le plus important. Harold posa sa main sur l'épaule de sa fille. Nous ne t'imposerons plus d'attente. Le soir, toute la famille se réunit autour de la table. David s'est joint à eux et la conversation s'est poursuivie en douceur. Liz regarde autour d'elle et ressent une profonde satisfaction. À travers des événements tragiques, sa famille avait retrouvé de vrais liens. Portons un toast. Harold lève son verre de vin. À notre famille. Et surtout à Liz. Parce que ton courage et ton amour nous ont sauvés. Le doux bruit des verres qui se touchent résonne dans la salle. Liz a échangé un regard avec Becky, et elles ont partagé un sourire compréhensif. En tant que sœur, elle ressentait pour la première fois un véritable lien. De l'autre côté de la fenêtre, le soleil commençait à se coucher à l'horizon. Il annonçait la promesse d'un nouveau jour, d'un nouveau départ.